Tu as eu du temps, hein. Tu avais pas mal bossé. Moi j'ai eu beaucoup moins de temps, donc j'ai été super basique. Hein. Je suis allé sur les vraies études, parce que là, tu nous as montré des méta-analyses, mais avec des études registres, non randomisées, un peu d'images OCT, tout ça est très joli, mais en fin de compte, c'est pas. Quand on regarde vraiment les datas solides, et je suis un béotien, donc je me suis penché sur les études essentiellement randomisées, vous allez voir que le débat est rapidement clos. Alors, c'est toujours le ballon, c'est toujours quelque chose qui a tendance à exciter, à déchaîner un peu les passions, surtout ici en terre marseillaise. Et je vois que du reste, Mathieu, ancien footballeur, a été le premier à se lancer un peu les polémiques. L'historique du ballon actif, c'est quand même, ça ressemble, vous allez voir quand même bizarrement, à une nouvelle technique qu'on a du mal à prendre en considération. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que ça existe. Première publication en 2003. Il y a déjà 11 études randomisées, pas sur la résonance intrastent, mais sur des lésions de novo. 8 ballons sur le marché. Et ça ressemble. Alors, moi, justement, il parlait de notre registre CRAC Région Centre. J'ai regardé quel était le taux d'utilisation du ballon actif sur 6000 lésions. C'est 1% dans notre région centre. Alors peut-être qu'effectivement on n'est pas très moderne, mais ça ressemble quand même à un cuisant échec de cette technique qui est là depuis 10 ans. Ça ressemble à une fausse bonne idée. Alors le ballon, il est habitué aux fausses bonnes idées. Hein. Il y a eu le ballon dirigeable. Tout le monde s'était dit on va pouvoir voyager en toute sécurité. Et puis voilà, le projet a flambé avec le Zeppelin. Donc c'est pas le seul fausse bonne idée du ballon. Le petit ballon du matin, on se dit ça va donner un petit coup de fouet. Pas du tout, on sait très bien que c'est la pire des choses à faire. Donc le ballon, il est habitué à ce genre de fausses bonnes idées. Pourtant, en termes de résonance intrastent, il a quand même des arguments, ça je le reconnais. En théorie, on se dit, il y a déjà une plateforme en place, pourquoi en rajouter une? Il n'y a pas de risque de recall. Il y a une distribution homogène et immédiate de la drogue, Martine nous le rappelait, il n'y a pas de polymère, limite l'inflammation. Ça évite l'empilage des stents, on est tous d'accord. Ça préserve en théorie mieux les collatérales. Et puis, une dépendance au DAPT limitée, bien que ça peut être tout à fait discuté avec les stents de nouvelle génération. Et effectivement, tu l'as rappelé, une recommandation de type 2A dans la résonance intrastent. Alors, j'ai regardé à nouveau dans notre base pour savoir comment était traitée actuellement la résonance intrastent. Alors, vous savez, on est à 80% de DES, mais ça c'est assez banal. J'ai retrouvé 20% de résonance intrastent tenue. J'étais déjà étonné de ce chiffre-là, hein, sur des populations soi-disant peu resténoseurs. Et il n'y en a que 6% qui sont traités par un ballon actif, là où 68% sont traités par un stent actif. Donc ce n'est pas mon registre monocentrique, c'est 6 centres avec des volumes importants. Donc ils ne sont pas super convaincus de ton ballon actif actuellement. Si on s'intéresse à la résonance intrastent actif, il y en a 6% de résonance intrastent actif. Et là, pareil, 14% seulement sont traités au ballon actif. Donc il y a vrai, effectivement, information à compléter sur l'intérêt de ce ballon, mais en tout cas, il a du mal à prendre. Alors, regardons la littérature. Tu nous as montré des très belles méta-analyses. On ne voyait pas très bien ce qui se passait, mais tu nous disais que c'était mieux. Mais on va regarder donc la dernière, 2015. Donc là, il a pris uniquement les études randomisées. Hein, il y a 4 études randomisées dans la résonance intrastent. Et il s'avère qu'effectivement, quand tu regardes, c'est à peu près équivalent entre le stent actif et le ballon actif. Sauf que tous utilisent un stent plus personne n'utilise. Donc, alors, si vous voulez vous remettre au Taxus, c'est très bien, allez-y. Mais les 3 études sont faites avec le Taxus. Donc, comment vous voulez comparer avec un produit qui n'est plus utilisé? Donc, moi, je me suis intéressé à la vraie vie et à des produits qu'on utilise encore. Donc, et quand on regarde ça, dans la résonance intrastent nue publiée, eh bien, la petite barre, elle commence un peu à se déplacer vers l'intérêt du stent actif. Mais rien de significatif, je vous l'accorde. Alors, je me suis intéressé aux études randomisées propres à la résonance intrastent nue. Donc là, ça va vite. Il y en a 2 qui sont en cours, 2 qui concernent le Taxus, donc il n'y en a plus qu'une, c'est RIPS 5. Tu en as pas parlé, excuse-moi. C'est dans le résonance intrastent nue. Donc là, c'était le même qui a fait RIP4, hein, c'est un Espagnol, Alfonso. Il a pris 90 patients randomisés dans chaque groupe. Il les a traités avec stent actif et stent tenu. Et il a fait un suivi angiographique. Et donc le primary endpoint, c'est de l'angiographie. Et le primary endpoint, il est clair, le MLD, il est bien meilleur avec le stent nouvelle génération qu'avec le ballon actif.
On retrouve ça aussi sur le pourcentage de sténose. Donc, clairement, angiographiquement, il y a un bénéfice sur le light loss et il n'y a aucune raison que ce bénéfice ne se reporte pas au niveau clinique. Ici, il n'avait pas la puissance pour le démontrer, mais là aussi, on voit que en termes de réintervention, il y a moins de réintervention avec le stent actif que le ballon actif, bien que ça ne soit pas significatif, mais ce n'était pas designé pour une étude clinique. Sur les rhinostènes intrastent actifs, cette fois-ci, là, c'est pareil. Vous enlevez tout ce qui est au taxus, vous enlevez celles qui ne sont pas encore sorties. Il ne reste plus que la présentation de RIPCAL que tu as fait très brillamment, donc avec des critères d'inclusion et d'exclusion qui sont assez, qui sont pas très limitatifs. Hein, c'est proche de la vraie vie. Et là, 150 patients de chaque côté. Donc, il aura déjà des datas un peu plus solides pour sortir des données cliniques, même si le primary endpoint, c'est le données angiographique. Et là, il vous l'a montré. Un bénéfice sur le MLD clair, hein, pour le stent actif et son pendant sur le light loss, évidemment. Quand on regarde cette diapo, moi je ne la vois pas de la même façon que toi. Toi, tu t'intéresses aux 2 thromboses de stent ou 3 thromboses de stent qui sont, dont on ne sait pas très bien du reste effectivement ce qu'il en est, mais qui ne ressortent pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plus d'événements aigus. Donc, s'il y a plus de thromboses de stent avec le ballon actif, en tout cas, ça ne se retrouve pas dans l'infarctus, puisqu'il y a plus d'infarctus dans le groupe DEB que dans le groupe everolimus. Stent et everolimus. Et alors là, sur la revascularisation, hein, c'est quand même pour ça qu'on a mis des stents à l'origine. C'était pour diminuer le taux de réintervention. Là, clairement, le bénéfice, le petit p, il est très très significatif sur les événements, tiré évidemment par le taux de réintervention. Là, on le voit sur ces courbes de Kaplan-Meier, avec libre de toute réintervention, bénéfice démontré, un petit p significatif, et les MACE, pareil, avec une diminution significative en faveur du stent actif. Donc les conclusions de l'étude sont claires. Hein. Le patient qui a une rhinostène intrastent actif traité par un stent à l'éberolimus a un meilleur résultat angiographique que le ballon actif. Et ça se traduit sur aussi des événements cliniques meilleurs. Dernier élément dont tu n'as pas parlé, c'est quand même non seulement la technique marche mieux, le stent actif manifestement sur les études solides marche mieux, mais en plus ça coûte moins cher et c'est remboursé. Donc, je veux dire, pourquoi faire simple pourquoi faire compliqué qu'on peut faire simple avec une vraie différence de prix. Donc, pour moi, le match, il est plié d'avance, hein, puisqu'on est dans la thématique du ballon. Moi, ça me fait penser à ce superbe match qui a gagné 3-0. Hein. 1-0, c'est moins de light lost. 2-0, c'est moins de TLR. Et 3-0, c'est moins cher, moins remboursé. Donc, gagnant à 100% avec une belle finale. Tu étais bien défendu, hein, tu étais probablement favori, mais là, tu as perdu. Décision du traitement pour notre gros Gaulois. Voilà ce que je vous propose, c'est de mettre un stent de 2e génération. Il n'y a pas de collatéral à préserver. Ça diminue le risque de réintervention, clairement, c'est montré dans les études. Il n'y aura pas vraiment d'incidence sur la durée du traitement, bien que tu aies essayé de nous l'expliquer, parce que ce patient, il a fait un syndrome coronarien aigu, il a gagné 12 mois de bithérapie. Donc, il va avoir de toute manière une trithérapie courte et puis une bithérapie pendant. L'information, je suis d'accord avec toi, il va falloir passer le message. Et puis, voilà. Et puis, nous, on a attendu 48 heures avant de le traiter. Alors, voilà, la conclusion est terminée. Maintenant, je propose à la salle de faire un petit on va faire un petit vote. Qui utiliserait le ballon actif en première intention pour traiter cette rhinostènose intrastent? Quelques bras qui... Voilà. Et qui remettrait une couche de stent actif? Ah, le ballon a gagné. Le ballon a gagné. Alors, est-ce que, juste un bémol sur le... Oui. Oui, je pense que c'est... Oui. Parce que là, je veux dire même... Pardon. Là, même si on voit qu'il y a un taux de rhinostènose, par exemple, de 10% après le ballon actif, moi, je suis prêt à prendre le risque d'une nouvelle rhinostènose de 8% de plus en valeur absolue si je peux vraiment m'affranchir d'un risque hémorragique et d'être vraiment plus tranquille, de mettre une trithérapie pendant un mois, même si on peut le faire avec les nouvelles recommandations. C'est quand même une cote mal taillée, ça. Et moi, je serais plus à l'aise de laisser un mois de triple thérapie après un ballon actif qu'après un stent actif, même de nouvelle génération. Alors, attention, hein, sur les nouvelles recommandations, tu peux mettre, à condition que tu aies un H-bled inférieur à 2. Or, il n'a pas un H-bled inférieur à 2. Donc, il a un risque hémorragique important, ce patient. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est...
On peut passer un micro devant, s'il vous plaît. Je voulais vous féliciter pour cette présentation et cette magnifique mise en scène, bien documentée, donc tout est impeccable. Il y a une notion récente là, que je découvre depuis quelques semaines maintenant, c'est le patient. On en a beaucoup parlé cet après-midi. On en a parlé aux journées européennes, le traitement la double anti-agrégation à la carte, etc. Donc on est quand même pas mal, on est en train de bousculer pas mal les choses. Alors moi j'ai 2 remarques. Je n'ai en aucun cas vu le type de résténose dans votre raisonnement. Et dans le cas particulier, là, vous parliez de la taille de l'artère. J'ai cru voir un stent de 2,25 et un autre de 2,5 je crois, hein, le plus gros en tout cas. Donc, honnêtement, je vois mal comment on peut mettre un stent long dans 2 petits stents pour cette résténose. Donc, c'est volontiers, et le cas est assez simple, excuse-moi de le dire, le cas est assez simple d'une indication d'un ballon plutôt qu'un stent. Moi, j'avais envie d'entendre ça. J'avais envie d'entendre aussi, parce qu'on en a pas mal aussi, des résténoses sur des IVA proximales, voire même ostiales. Est-ce qu'on refait de l'angioplastie ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre une mammaire sur l'IVA? Donc, ce sont des choses que j'avais envie d'entendre cet après-midi. Alors c'est clair qu'on n'a pas ouvert la discussion au type de revascularisation. Hein. Je suis d'accord. On peut discuter de l'IVA, on peut. Oui. Les stents, au moins le type de résténose et la taille de l'artère. Les stents de nouvelle génération ont des mailles de plus en plus fines et donc je ne suis pas sûr que ça impacte de façon aussi importante que ça le calibre de l'artère quand on remet un stent dans le stent. Les études là, qui ont été randomisées, alors on n'a pas le détail, elle n'est pas publiée, RIP 4, mais clairement montrent en tout cas que je pense qu'il y avait des petites artères dedans et 150 patients de chaque côté. Et je ne suis pas sûr, il faudrait voir dans les sous-études comment ça va. Mais je suis tout à fait d'accord. Et juste pour terminer, que ce patient-là, je n'avais pas encore fait la littérature, donc en fin de compte, on l'a traité au ballon actif. Donc je me fais un peu l'avocat du diable. C'était pour donner une chance à Mathieu de gagner ce duel, parce que je le trouve sympathique. Et puis en ce moment, bon, il est en plein changement dans sa vie, donc il fallait le soutenir. Donc voilà, on l'a traité au ballon actif et il va très bien. Alors juste un tout petit bémol pour RIP4 et pour l'étude de Manuti, là, c'est toujours pareil, c'est des études avec un contrôle angiographique parce que c'est plus facile, il faut moins de patients. Et de ce fait, on a une augmentation du risque de revascularisation. Donc c'est pour ça que là maintenant, on ne veut plus d'études à contrôle angiographique parce que cet élément-là, il est biaisé. Donc, en effet, les mails sont biaisés par le contrôle angiographique systématique. Donc, c'est toujours. Néanmoins, on a toujours dit que le light loss était corrélé au taux de réintervention. Oui, mais le light loss, là, la différence est faible quand même. Il y a un 2,03 contre un 1,80. Donc, on n'est quand même pas non plus dans les light loss qu'on avait avant sur les BMS et les stents actifs, quoi. Merci en tous les cas pour la richesse de vos deux topos. Il y avait encore une question peut-être. Une question là encore, une question. Ouais, pour finir de te casser ta baraque, Grégoire, il n'y a pas longtemps, j'avais une bifurcation avec un angle très court sur une résténose très tardive. Et donc, Grégoire, on en avait parlé, et on travaille sur 2 salles. Et finalement, on a décidé de mettre un ballon actif. Enfin, j'ai fait un ballon actif. Bon. Mais bon, peu importe. La question, c'est est-ce que ça impacte beaucoup votre décision, ce genre de choses, c'est-à-dire les bifurcations, d'aller remettre du stent en plus là avec un angle fermé? Est-ce que ça vous pousse plus à mettre du ballon ou mettre du stent? Et dans ce cas-là, on avait discuté comme on fait régulièrement. Et on avait mis du ballon actif plutôt à cause de exactement, ça. Jacques, tu veux dire un mot là-dessus? Mais c'est vrai que ça peut influencer quand tu as une grosse branche et que tu sais que tu vas avoir les plus grandes difficultés en Bien évidemment, je pense que le risque, quand on sait bien d'ailleurs, le risque mécanique de déplacement de la résténose dans la branche secondaire, quand on met un stent dans une branche principale, il est quand même assez important. Et techniquement, c'est extrêmement difficile. Et surtout, si vous voulez, c'est difficile en plus de protéger la branche secondaire quand vous allez remettre le deuxième stent, parce que vous allez squeezer votre guide entre deux couches de stent. Et c'est là que vous risquez d'avoir des problèmes avec le guide qui va être piégé, mais piégé d'une façon extrêmement traumatisante. Donc je suis sûr que là, c'est une indication beaucoup plus intéressante, encore plus intéressante du ballon actif dans la résténose, c'est d'éviter les collatérales, effectivement. Et c'est une très bonne introduction pour le topo qui va venir après, puisque là, on a parlé d'épaisseur et de maille, etc. Et on va demander justement à Ashok de venir nous parler des nouveautés en termes d'architecture de stent et est-ce que ça peut constituer une modernisation?